Alors, bonjour à tous et merci à Mme Rousseau de m'avoir invité à participer à cette rencontre. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet du registre de données de cellules souches, je vais juste revenir sur la mission d'Emma Québec parce que souvent, la population générale sait très bien qu'Emma Québec est le fournisseur de produits sanguins, mais on fait beaucoup plus que de fournir des produits sanguins. On a une mission, en fait, qui a été modifiée il y a quelques années et qui a été même rajeunie il y a quelques semaines. C'est de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et en autres produits biologiques d'origine humaine. Donc, chez Emma Québec, oui, on fait la distribution de produits sanguins et on a aussi des laboratoires d'analyse spécialisés, mais on fournit aussi des produits stables, donc des médicaments. On est distributeur de médicaments qui sont isolés à partir du plasma. On a une banque de tissus humains. On a une banque de sang de cordon. On a aussi, depuis 2 ans, une banque de lait maternel. Et enfin, on s'occupe du registre de donneurs de cellules souches. Donc, aujourd'hui, je vais consacrer ma présentation à la dernière partie, le registre de donneurs de cellules souches. Donc, la greffe de cellules souches, le docteur Delisle en a parlé un peu récemment à la présentation précédente. On peut catégoriser en 3 catégories. Donc, la cellule souche, la greffe autologue, donc le patient reçoit ses propres cellules souches. La greffe apparentée, donc un membre de la famille. Et l'allogreffe non apparentée, qui, là, c'est là que c'est le registre de donneurs de cellules souches qui rentre en jeu. Sous 3 formes, soit des cellules souches périphériques, soit un prélèvement de la moelle osseuse, ceci c'est fait chez un donneur adulte, ou la banque publique de sang de cordon, un sang de cordon. Ça va être un peu redondant aussi par rapport à l'historique sur ce que Dr. Delisle a mentionné, mais au moins on dit la même chose, on est cohérent dans notre discours. Donc, le père de la greffe, vraiment, c'est Dr. Thomas qui a effectué la première greffe de moelle osseuse. Ça a été fait chez des jumelles identiques, dont l'une avait la leucémie. Par la suite, il y a eu la première greffe apparentée autre que jumeaux, donc qui a été réussie au Minnesota en 1968. Donc, c'est quand même pas récent que la greffe de cellules souches existe. Et c'est vraiment à cette époque-là qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une importance à considérer au niveau du code génétique qui s'appelle le code HLA. La greffe non apparentée, c'est quelques années plus tard, donc dans les années 70, c'est un jeune enfant qui s'appelait Anthony Nolan qui avait une maladie très particulière, puis ils ont essayé de le greffer. On s'est rendu compte effectivement qu'il manquait des donneurs. Il n'y avait pas aucun système en place pour trouver un donneur compatible pour cet enfant-là. Aux États-Unis, quelques années plus tard, il y a eu la première greffe non apparentée, donc c'était pas un membre de la famille qui avait été utilisé comme donneur, chez un jeune garçon. Et c'est vraiment là que, quelques années plus tard, la mère du jeune Anthony Noland a décidé de créer vraiment le premier registre de donneurs de cellules souches dans le monde. Et c'est le nom actuel du registre de donneurs de cellules souches en Angleterre, le registre qui s'appelle Anthony Noland, qui, en fait, porte le nom du jeune patient. Enfin, la greffe de sang de cordon, qui est un peu plus récente, c'est au niveau des années 90, fin des années 80-90, il y a eu la première greffe de sang de cordon par Dr. Eliane Goldman en France, qui a été faite pour un jeune patient qui souffrait d'anémie de Fanconi. En 92, il y a eu la première banque de sang de cordon à New York. Donc, c'est là qu'on a commencé à se dire, on peut conserver les sangs de cordon et les garder pour des fins de greffe. Donc, ça a été fait dans les années 90. Et au Canada, c'est le docteur Martin Champagne, qui est québécois. En fait, ça s'est fait à l'hôpital Sainte-Justine, qui a fait la première greffe de sang de cordon. Le registre d'Emma Québec, qui est vraiment pas récent, ça existe depuis déjà plusieurs années. En fait, ça a été en 1994 qui a été créé, mais on était conjoint avec le reste du Canada. Donc, à ce moment-là, ça s'appelait le registre One Match, qui existe encore au reste du Canada, mais depuis quelques années, c'est-à-dire depuis 2012, on s'est dissocié du registre One Match pour être totalement indépendant et avoir notre propre registre de donneurs de cellules souches québécois.
Entre-temps, depuis 2004, on a créé la Banque publique de sang de cordon. Et tout récemment, en 2016, on a été qualifié comme registre de donneurs de cellules souches à l'international par un organisme qui s'appelle le WMDA. Alors, le registre de donneurs de cellules souches, c'est quoi notre rôle chez MaQuébec? Premièrement, bien, on s'occupe de faire le recrutement pour le registre de donneurs, donc toujours enrichir notre registre avec des nouveaux donneurs. On s'occupe de faire la recherche des donneurs non parentés pour les patients québécois en attente d'une greffe. Donc, tous les patients québécois en attente d'une greffe, lorsqu'il n'y a pas de greffe au niveau de la famille, c'est nous qui s'occupons de faire la recherche de donneurs partout dans le monde pour ce patient-là. Donc, on s'occupe systématiquement de la logistique entre les registres des donneurs hors Québec et les centres transplantaires et préleveurs québécois. Et les deux autres parties, je ne les aborderai pas aussi, mais ça fait partie aussi de notre rôle. Donc, on s'occupe de le recrutement et de la qualification pour la Banque publique de sang de cordon et aussi le recrutement et qualification pour la Banque de lait maternelle. Je vais m'attarder un peu plus sur les 3 premiers points. Donc, dans le monde, mine de rien, il y a au-dessus de 30 millions de donneurs inscrits sur des registres de donneurs de cellules souches. Je vais vous expliquer pourquoi, même avec ce nombre d'individus-là, on n'en a pas toujours des donneurs compatibles pour nos patients. Ça se découpe en presque 30 millions de donneurs adultes et environ 720 000 sang de cordon banqués, donc dans différentes banques dans le monde. Et donc, on a 75 registres répartis dans 53 pays et 53 banques de sang de cordon réparties dans 36 pays. Chez MaQuébec, au niveau du registre de donneurs de cellules souches adultes, on a à peu près 45 000 individus inscrits. Et dans notre banque de sang de cordon, on a actuellement environ 10 500 banques de sang de cordon banqués. Donc, vous voyez ici le nombre de donneurs de cellules souches au fil des années, au fil des 25 dernières années, comment ça a progressé pour en arriver à peu près à 30 000 à ce jour. Et au niveau des nombres d'unités de sang de cordon banqués depuis les 20 dernières années, pour en arriver à peu près à 720 000. Donc, c'est toujours en progression depuis les 20 dernières années. Dans le monde, comment de greffe se fait à peu près? Au cours des dernières années, vous avez vu encore, ça aussi, c'est en progression. Il se fait, dans la dernière année, en 2015, il y a 2 ans, environ 20 000 greffes de cellules souches, réparties soit des greffes de cellules souches au niveau de donneurs à qui on a prélevé la moelle osseuse, ou des donneurs à qui on a utilisé les cellules souches périphériques, ou des sangs de cordon qui ont été utilisés comme source de cellules souches. Ça continue à augmenter, en fait, il y a une certaine stabilité due, entre autres, à des greffes apparentées haplotypes, dont le Dr. Delay l'a mentionné précédemment. Mais par contre, l'âge limite de la greffe augmente de plus en plus. Effectivement, on trouve de moins en moins de donneurs dans la famille parce que les nombres d'enfants dans une famille, les familles sont de plus en plus petites, donc on doit se tourner vers le non-apparenté. Par contre, il y a plus d'indications de greffe. De plus en plus, il y a des nouvelles maladies pour lesquelles on pourrait essayer la greffe de cellules souches comme solution. Et on greffe des patients à plus haut risque. Et souvent même, il y a une tentative de deuxième greffe. Alors, c'est à peu près la même chose que Dr. Delay l'a mentionné. Pourquoi on fait une greffe de cellules souches? En réalité, c'est toute maladie ou événement qui affecte la production de cellules du sang en termes de quantité ou de qualité. Donc, on parle ici soit de cancer, donc de cancer hématologique, donc du cancer du sang, de leucémie, lymphome, myélome, syndrome myéloblastique, ou des problèmes de quantité, donc des anémies réfractaires ou le deuxième, une aplasie médulaire. Donc, je vois qu'il y a on voit. Chez l'enfant, ben, c'est toutes les leucémies aussi et certaines maladies aussi neurologiques qui peuvent être des indicateurs de greffe, des maladies, la Hurler puis le déficit. Hurler est entre autres une maladie neurologique. Donc, comment se passe la greffe? En réalité, ben, en fait, le but, c'est de détruire la moelle osseuse des patients atteints d'un cancer du sang avec des doses presque létales de chimio et radio.
Et suite à la chimio, on greffe des cellules souches de donneurs en santé. Et en fait, le but final, c'est de régénérer complètement le système sanguin du patient. Comment ça fonctionne au niveau du registre? Donc, avant d'enclencher une recherche de donneurs non apparentés, systématiquement, on va vérifier au niveau de la famille ou s'il y a une compatibilité. Ça, ce n'est pas le rôle d'Emma Québec, c'est vraiment les centres hospitaliers qui prennent ça en charge. Si on ne trouve pas de donneurs apparentés, on va aller vers une recherche soit dans le registre d'Emma Québec ou le registre mondial. On commence toujours par une recherche basée sur le typage HLA. Donc, tout est basé sur un principe de code génétique, puis c'est le premier critère qui va définir si le donneur est compatible ou pas. Qu'est-ce que le HLA, en fait? Au niveau des critères de sélection, c'est ça. Au niveau du donneur adulte, on va d'abord voir le HLA, le nombre de grossesses et l'âge du donneur. Par contre, quand on cherche au niveau d'un centre cordon compatible, on va aussi se baser d'abord sur le HLA. Et le deuxième critère, ça va être la dose cellulaire, parce qu'effectivement, dans le centre cordon, la problématique, c'est que souvent, il n'y a pas assez de cellules souches pour le patient, parce que toute la dose cellulaire est vraiment basée sur le poids du patient. C'est pour ça que c'est beaucoup plus utilisé au niveau pédiatrique qu'au niveau adulte, la greffe de centre cordon. Mais il y a un paquet d'autres facteurs qui est pris en considération au niveau du centre cordon. Les donneurs adultes, les avantages, bien, effectivement, au degré de... En fait, c'est plus un désavantage. Le haut degré requis de compatibilité, ça nous prend une compatibilité parfaite, alors qu'au niveau du centre cordon, on peut se permettre d'être un peu moins compatible puisque les cellules souches sont un peu plus immatures. Par contre, au niveau du donneur adulte, le délai de confirmation du donneur est plus long. Ça prend 3 mois avant de trouver un donneur non compatible pour un patient. Et c'est possible aussi d'avoir un désistement du donneur. Donc, le donneur, c'est toujours lui qui a le dernier mot. S'il décide à la dernière minute qu'il ne veut pas donner, mais c'est lui qui a le dernier mot. On ne peut pas l'obliger à faire son don. Par contre, au niveau du centre cordon, bien, la collecte est facile. C'est un produit qui, normalement, est jeté à la poubelle. Donc, on le récupère, puis on le met dans des cuves, puis on le garde à très long terme. Ça peut être conservé au-dessus de 15 ans. Il n'y a aucun danger ni douleur pour la mère et le bébé. Et on essaie aussi de faire le reflet de la multiethnicité croissante de la population avec la banque de son cordon. Le HLA, le docteur Delisle l'a expliqué un peu précédemment. C'est basé effectivement sur des codes génétiques et c'est sur 5 gènes, le HLA A, B, C, D, R, D, Q. Et c'est là-dessus qu'on va se fier pour trouver des donneurs compatibles. Pour les donneurs adultes, on va essayer d'avoir la compatibilité parfaite. Donc, on a 5 gènes recherchés, mais il y en a un qui vient du père et un de la mère. Donc, on base notre compatibilité sur 8 ou 10 sur 10. Ça semble facile en premier lieu, mais en réalité, dans la vraie vie, la diversité du HLA-A, par exemple, ce gène-là, il y en a des dizaines et même des centaines de différents HLA-A. La même chose pour le C, le B, le D. Ce qui fait que, quand on regarde génétiquement qu'est-ce que ça représente, c'est qu'il y a au-dessus de 15 000 variétés possibles du HLA. Donc, si on veut une compatibilité parfaite de ces 5 gènes-là, vous pouvez vous imaginer que ça devient quasiment comme un jeu de loto. C'est pour ça que même avec 30 millions de donneurs dans le registre, ça arrive qu'on ne trouve aucun donneur compatible pour le patient. Chez Emma Québec, à peu près annuellement, on fait à peu près 200 à 250 recherches de donneurs pour des patients en attente d'une greffe. Et il y a à peu près 100 à 125 greffes de donneurs, provenant de donneurs non apparentés par année. Comme je vous ai expliqué, le but est d'avoir une diversité HLA. Et tout ça est basé sur la diversité ethnique. Donc, un de nos objectifs, c'est vraiment d'avoir un registre le plus multiethnique possible. Donc, vous voyez qu'on a des gros défis, puisque 88% de notre registre actuel est caucasien. Donc, il faut l'enrichir en termes d'ethnicité. Aussi, les greffeurs veulent avoir de plus en plus de jeunes donneurs et aussi des donneurs mâles. Donc, actuellement, on est plus en majorité femelle, donc il faut inverser ce graphique-là pour avoir de plus en plus de jeunes mâles.
Donc, ça fait partie de nos défis de recrutement. Donc, en termes de stratégie de recrutement, en fait, on veut une diversité ethnique. Il y a aussi des régions géographiques au Québec qui ont un typage particulier, un typage HLA particulier. Donc, il y a eu des études de population faites au niveau de la population québécoise. On pense qu'on est tous Québécois pur laine, puis qu'on est tous pareils, mais au niveau du code génétique HLA, c'est pas vrai. Il y a certaines régions géographiques qui ont vraiment un typage HLA particulier, donc on va les recruter dans ces régions-là. On cherche des jeunes hommes. Et donc, comme je vous disais tantôt, il y a certaines régions, le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui sont des régions avec un typage HLA particulier pour lequel on va cibler du recrutement. Et aussi, on a un projet actuel en cours au niveau des Premières Nations. Donc, parce que les Premières Nations, effectivement, si on a une patiente qui provient des Premières Nations puis qui aurait besoin d'une greffe, à l'heure actuelle, ça serait très difficile de trouver un donneur compatible parce que notre registre contient très peu de donneurs autochtones. Et comme ils ont un typage particulier, mais même si on va dans le registre international, on a très peu de chances de trouver un donneur compatible. Donc, on a un projet actuel pour faire, premièrement, une étude de population des communautés autochtones. Et c'est vraiment dans le but de, premièrement, connaître la diversité HLA de ces populations-là. Et en deuxième lieu, de pouvoir enrichir notre registre avec des donneurs autochtones pour pouvoir répondre aux besoins des patients de ces communautés des Premières Nations. Donc, la façon de s'inscrire, c'est très simple. Pour s'inscrire au registre de donneurs de cellules souches, on s'inscrit sur le site Web. Il y a seulement 2 critères. Il faut être âgé entre 18 et 35 ans et en bonne santé. Et une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir une petite trousse à la maison qui contient des échantillons buccaux que vous devez faire un prélèvement buccaux et nous retourner ça par la poste. Et c'est à partir de cet échantillon-là que nous, on va faire le code génétique HLA. Donc, on extrait l'ADN et on fait le code génétique HLA. Et là, vous êtes inscrit sur le registre d'EMA Québec et, par défaut, sur le registre international. Si jamais un patient dans le monde, ou québécois ou dans le monde, n'importe où dans le monde, un patient peut avoir une compatibilité avec vous. Et à ce moment-là, vous allez être appelé comme donneur potentiel à cette étape-là. Donc, vous allez être appelé par EMA Québec et on va vous faire un prélèvement sanguin pour vraiment avoir une comparaison directe avec le code génétique du patient. Donc, on va faire un typage HLA plus avancé. Et si jamais vous êtes le meilleur donneur pour le patient, bien là, on va procéder à des étapes subséquentes au niveau d'un questionnaire médical, un bilan médical et réponse pour s'assurer que vous êtes toujours en bonne santé et que vous répondez parfaitement aux besoins du patient. Et à ce moment-là, vous allez passer au don. Ça, c'est juste un exemple de la trousse de frottis buccal. C'est 4 petits écouvillons qui s'est envoyé à la maison et vous nous retournez le tout par la poste. Donc, le don, ce n'est pas un simple don comme un don de sang. C'est soit par aphérèse, donc vous allez passer sur une machine qui va vous prélever votre sang, puis qui va conserver, filtrer les cellules souches et vous retourner votre sang dans votre circulation. Donc, c'est quand même plusieurs heures et assez laborieux. On travaille avec, on a 2 partenaires, centres hospitaliers partenaires, ici, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et l'hôpital Enfant-Jésus à Québec, qui s'occupent effectivement de faire le prélèvement de cellules souches pour nos donneurs. Et la deuxième méthode, c'est le don de moelle osseuse, qui est finalement sous anesthésie avec des ponctions de moelle osseuse dans l'os iliaque. Donc, comment s'inscrire? Toute l'information, si ça vous intéresse, est sur le site web d'EMA Québec. Et si jamais vous avez besoin de plus de détails, on est toujours rejoignable par téléphone, tel qu'indiqué sur cette diapo. Donc, je vous remercie beaucoup.